Ah ben voilà. La technique, chers amis, la technique, si vous saviez à quel point c'est toujours le sujet quand on organise ce genre d'événement. Mais bon, l'essentiel, c'est qu'on y est arrivé. J'ai échangé avec le docteur Persdorf qui va nous rejoindre dans quelques instants. Odile Bagot va nous rejoindre aussi et on va pouvoir démarrer ce live sur les perturbateurs endocriniens. Ça va être tout un programme parce qu'il y a vraiment de quoi dire. Hop, je prends toutes mes affaires. Alors, normalement, je suis à l'heure, mais pile poil sur ces rendez-vous. Mais qu'est-ce que vous voulez quand on est en direct, on ne fait pas semblant, hein. Donc, on a dû changer. On est passé de l'ordinateur à. Voilà, je vois qu'Odile est arrivée. Super, Odile, je vous ai vu, c'est parfait. Dans quelques minutes, je vous demanderai de nous rejoindre et j'attends juste que Carnot, Carnot nous rejoigne et ensuite ce sera parti. On va donc parler de ce thème absolument passionnant qui pourrait être le sujet, le grand sujet santé des prochaines années, les perturbateurs endocriniens, et essayer de voir. Voilà, Arnaud, je vous ai vu, c'est formidable, je vais pouvoir vous inviter. Alors juste un petit mot là, parce que voilà, c'est ça le live, hein. Odile, je vous ai vu, mais je ne peux pas vous inviter. Il faut bien que vous passiez par votre smartphone si vous voulez que je vous invite à participer. Parce que là, j'ai la petite icône pour Arnaud, mais je ne l'ai pas pour vous, Odile. Voilà, je ferme la parenthèse. Bon, installez-vous confortablement. On va du coup passer une cinquantaine de minutes ensemble avec un programme tout à fait réjouissant. Pour parler donc de ces perturbateurs endocriniens, comment les garder à bonne distance de nos enfants. Un mot d'abord peut-être sur ces lives. À peu près tous les mois, on organise un rendez-vous pour inspirer la vie quotidienne avec des expertes, des experts, euh, voilà, autour de grands sujets de la vie de tous les jours. Alors, bah, bien sûr, là, quand je vous dis perturbateur endocrinien, vous dites c'est plus qu'un gros sujet, c'est une montagne. Vous avez raison, mais on a les bons experts pour en discuter. C'est vrai qu'ils sont partout, ils nous inquiètent, mais on va voir comment les garder à bonne distance. Donc, en fait, tout est parti de ce livre que j'ai mis quelque part par là. Voilà. Donc, j'ai écrit ce livre avec Mathilde Gola. Il est sorti il y a quelques mois, Un bébé pour tout changer, dans lequel on décrypte tous les enjeux de la parentalité et puis la manière dont on peut associer transition écologique et transition à la parentalité. Et en fait, dans le cadre de ces recherches, on a décidé d'organiser des rencontres comme ça. Ce soir, donc, avec le docteur Arnaud Pserdorf, qui est pédiatre et chroniqueur, qui vient de sortir cet ouvrage, Votre enfant de 0 à 16 ans, et qui sera suivi, vous avez vu un peu le casting, par le docteur Odile Bagot, qui a écrit cet ouvrage sur les perturbateurs endocriniens. Et puis, j'ai aussi proposé à la fondatrice d'une marque tout à fait intéressante, de biberons un peu spéciaux, d'intervenir à la fin du live. Voilà, vous savez à peu près le programme, on est déjà 50, donc on démarre, et je vais inviter le docteur Arnaud Pserdorf. Hop, Arnaud. Il n'y a plus qu'à valider, et c'est parti. C'est à l'envers? Comment ça, c'est à l'envers? Ben non, normalement, c'est pas à l'envers, hein. Alors, j'attends qu'Arnaud valide. Voilà, il est en route. Formidable. On s'en est bien sorti, Arnaud, quand même, hein. C'était pas gagné, Ah, hein. c'était pas Un docteur, gagné, hein, il hein. faut le Mais dire. vous nous mettez bien le stress là, mais c'est très bien, ça stimule, c'est très bien. C'est ça, ça stimule. Mais en même temps, vous vous êtes super bien débrouillé. Je dois dire que les deux docteurs, on était en train de discuter là il y a quelques minutes avant l'intervention, et puis d'un coup, patatras, le dispositif technique est tombé. Mais franchement, vous avez été formidable. En plus, vous avez des consultations dans disons dans un gros quart d'heure. Donc, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Arnaud Pserdorf, vous êtes pédiatre, c'est déjà pas mal. Chroniqueur à la télé, notamment au maternel. Auteur, je disais, et votre dernier livre, tout un programme, Votre enfant de 0 à 16 ans chez Hatier. J'ai vu que vous commencez à aller faire des signatures sur le terrain. Vous êtes bientôt. Oui, Ah, c'est super. j'aurais dû commencer plus tôt, mais là je vais aller à Metz, à Paris, au Mans, à Rouen, à Brest. Enfin, ça commence à s'enchaîner jusqu'en novembre, décembre. Donc voilà. Mais petit à petit, je tiendrai un peu informer tout le monde. Et Voilà. bon, alors vous êtes actif sur les réseaux sociaux, donc on peut garder le contact avec vous, ça, il n'y a pas de problème. Euh,
si vous êtes d'accord, on rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que là, les gens qui nous écoutent, qui vous regardent, ils ont envie de solutions, ils ont envie d'agir, ils n'ont pas envie de rester les bras croisés. Hein. Je connais bien cette communauté d'actrices et d'acteurs à qui d'abord je dis merci parce qu'il y a quand même près de 850 personnes qui se sont inscrites. Là, on est déjà 70 au bout de quelques minutes, donc je pense que ça va être un très très beau moment. Et merci aussi d'avance de participer, quoi. Posez vos questions, n'hésitez pas, interpellez les invités. Moi, je m'en fais l'écho et je pose les questions pour vous pour que ce soit vraiment interactif. Alors, Arnaud Pferdorf, vous êtes donc pédiatre. Vous travaillez sur ces sujets. Est-ce que d'abord, vous voyez dans votre travail de praticien une évolution des mentalités? En d'autres termes, est-ce que les perturbateurs endocriniens sont maintenant un sujet en haut de la préoccupation, en haut de l'esprit et des préoccupations des jeunes parents? Alors, effectivement, moi j'ai du recul parce que ça fait plus de 30 ans que je fais de la pédiatrie et c'est ça qui est tout à fait intéressant, c'est que depuis une vingtaine d'années, on parle des PE, enfin les perturbateurs endocriniens. Et c'est vrai qu'avant, on parlait de la pollution. La pollution, les gens étaient relativement sensibles environnante. La pollution de la chambre à coucher, la pollution des voitures, la pollution avec les centrales, etc. Et puis petit à petit, les perturbateurs endocriniens sont entrés dans notre espace d'intérêt et peu à peu, les gens en entendent parler sans toujours vraiment savoir de quoi il s'agit. Et c'est bien qu'on en parle aujourd'hui parce que un perturbateur endocrinien, ce n'est pas la même chose qu'une pollution chimique qui n'est pas un perturbateur endocrinien. Ce sont des choses pas toujours identiques. Et donc, les mentalités évoluent et c'est une bonne chose parce que j'observe chez les jeunes parents aujourd'hui une sensibilité accrue. Alors, il y a ceux qui sont très bio, qui sont très tournés vers la nature, le respect de l'environnement et à la limite, on les voyait déjà quand on faisait des vaccins, par exemple, ils s'inquiétaient sur les adjuvants et des choses comme ça. Donc, ceux-là, ils sont toujours là, ils sont au taquet pour les perturbateurs endocriniens, mais on a maintenant une sensibilisation des parents et le contenu du biberon, l'utilisation du micro-ondes, etc., ils sont disponibles au discours qu'on va leur tenir. Oui, mais ils sont disponibles, mais est-ce qu'on n'est pas aussi quand même face, parce que là je commence à voir les commentaires, à de jeunes gens bien souvent un peu perdus. Déjà quand on devient parent, c'est compliqué. Là, on a une tonne de préoccupations, d'injonctions aussi, hein, il faut le dire, parce que l'écologie, Oui. parfois, a ce travers d'être dans l'injonction, voire la culpabilité, c'est un autre sujet, mais c'est un vrai sujet. Et du coup, est-ce que ça rajoute Oui. pas encore de la quelque part du brouillard, quoi, au point d'être dans la sidération et puis de dire je peux rien faire moi face à tout ça? Alors, il n'y a pas que les PE, il n'y a pas que les perturbateurs endocriniens, il y a plein de choses. Les laits maternisés qui changent de nom en permanence, les acides gras polyinsaturés qu'on rajoute dedans en disant que ça va mettre des DHA, que ça va mettre des oméga 3, des oméga 6. Les gens vont acheter des laits et des préparations pour nourrissons dans les grandes surfaces. Ils sont perdus et il faut reconnaître que les industriels de l'agroalimentaire, mais pas que, font tout pour complexifier le message de façon à ce que finalement les consommateurs, finalement les jeunes parents, soient un peu perdus et prennent ce qu'on voit le plus, ces cas où il y a marqué bio ou ceci ou cela. Et les gens sont effectivement perdus. Moi, ce que je donne comme conseil aux jeunes parents, c'est de ne pas trop aller sur Internet, parce qu'on est perdu sur Internet. Sauf pour participer à des visios ou à des Facebook Live avec des gens dont c'est le métier. Mais Internet, c'est un gouffre et je le vois tous les jours en consultation. Il faut faire confiance à son praticien, à son médecin. Les jeunes parents voient qui? Ils voient leur pédiatre, ils voient leur médecin omnipraticien, ça dépend un peu où ils habitent, ils voient leur gynécologue quand il y a une grossesse à suivre, et Odile Bagot va en parler derrière très, très sérieusement également. Et ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas avoir 36 000 interlocuteurs, c'est la première chose. Et nous, pédiatres, nous sommes très attentifs aux perturbateurs endocriniens et nous allons donner les grandes lignes. Parce que éviter les perturbateurs endocriniens, il y en a plus de 900 dans la nature. C'est impossible. C'est impossible. Par contre, on peut cibler ceux qui sont les plus proches, les plus présents et avoir des bonnes habitudes de vie dans la vie de tous les jours. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, n'écoutez pas trop les conseils que vous allez avoir de toutes parts
parfois même de votre propre famille, qui vont vous perdre. Vous allez être sous l'eau et ensuite, vous allez être au bout de votre vie. Donc, écoutez, il faut savoir raison garder et faire confiance aux praticiens que vous avez. Bon, là, il y a déjà 80 personnes qui vous écoutent et qui elles-mêmes vont en parler autour. Et vous, vous êtes un praticien. Alors, dites-nous, docteur Fersdorf, où est-ce qu'on trouve aujourd'hui des perturbateurs endocriniens? En préparant cet entretien, vous m'avez dit, il y a un problème visible et il y a un problème invisible. Oui. Alors, juste pour faire très rapide, je voudrais quand même rappeler ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien, pour que les gens sachent. Le perturbateur endocrinien, c'est une substance qui peut être naturelle, par exemple le soja, les phytoœstrogènes, ou alors elle peut être chimique dans l'environnement, je vais en parler là très brièvement. Ce sont des éléments donc, de l'extérieur qui vont rentrer dans notre corps, soit par la peau, le toucher, soit par la bouche, soit par les cheveux, soit par d'autres éléments, et qui vont se faire passer dans notre organisme pour des hormones, en quelque sorte. Des hormones de notre corps dont nous avons besoin, que nous sécrétons. Et ces perturbateurs endocriniens vont occuper les sites récepteurs. C'est un peu comme le Covid, finalement, avec sa protéine spike. Le perturbateur endocrinien, il va rentrer dans notre organisme et il va dire « Coucou, je suis une hormone », mais il n'est pas une hormone. Et il va occuper les sites récepteurs de nos hormones dans notre corps. Des hormones, on en a plein. On a des hormones sexuelles, on a des hormones pour la thyroïde, on a des hormones pour la croissance. Vous voyez, je vais en parler rapidement après pour les enfants. On a des hormones pour les surrénales, pour les reins, enfin, à tous les niveaux. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Les vraies hormones qui sont contrôlées par notre cerveau, puisqu'il y a des glandes que nous avons dans notre cerveau, l'hypothalamus, l'hypophyse, je ne vais pas m'étendre là-dessus, qui envoient des messages à tous nos organes qui fabriquent des hormones, eh bien, ces messages qui vont être envoyés aux organes vont être faussés. Et du coup, notre cerveau va croire qu'il y a un manque d'hormones, puisque les récepteurs sont occupés, ou au contraire, une trop grande sécrétion d'hormones, et les messages qui vont être envoyés par le cerveau vont dysréguler, et il va y avoir une dysrégulation des hormones dont nous avons vraiment besoin à cause de celles qui se font passer pour des fausses hormones. C'est ça les perturbateurs endocriniens. Du coup, ça peut donner des pathologies. Et vous le disiez, il y a des pathologies qui sont visibles et d'autres qui ne sont pas visibles. Un exemple, c'était le cas de ce produit qui avait été utilisé il y a très longtemps, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui a été utilisé pour les femmes enceintes pour éviter les problèmes de contraction. Et on s'est rendu compte que c'était 20 ans ou 30 ans plus tard que ça pouvait avoir des effets sur la descendance et même sur les arrière-petits-enfants. Et le Distilbène, hein, on s'en souvient, c'était vraiment bon. Il n'y avait pas que ça. Et du coup, aujourd'hui, maintenant que nous connaissons l'existence des perturbateurs endocriniens, puisque depuis 20 ans, nous avons des outils pour les mesurer, pour les traquer, pour savoir qui ils sont, mais c'est toujours pareil, il y a les industriels qui vont fabriquer, il y a des lobbying, et il faut arriver à avoir ce qu'on appelle l'effet de preuve, et ça, je pense qu'Odile Bagot va en parler, l'effet de preuve auprès des communautés de la communauté européenne, etc., pour montrer, attention, il y a un risque. On le voit bien avec les pesticides. Mais entre le moment où on craint qu'il y a quelque chose et le moment où on prouve qu'il y a quelque chose, des années peuvent se passer et des effets secondaires peuvent avoir lieu. Bien sûr. Alors, du coup, vous disiez les effets, il y a les effets invisibles. Eh bien oui, c'est ça. Ça peut être transgénérationnel et ça peut mettre 30 ou 40 ans pour qu'on le voit. Et il y a des effets visibles que nous craignons en tant que pédiatres et que nous observons. Et pour faire court, en pédiatrie, il y a un impact déjà sur le fœtus pendant qu'il se construit et ça peut apparaître dès la naissance, voire plus tard. Un exemple. Nous observons depuis un certain nombre d'années une augmentation de ce qu'on appelle les hypospadias. Les hypospadias, qu'est-ce que c'est? Sur le pénis du garçon, il y a un trou au bout, c'est ce qu'on appelle le méa urinaire, c'est par là que sort l'urine. Eh bien, l'hypospadias, c'est ce trou, au lieu d'être au bout, il est en dessous de la verge. C'est-à-dire quand le bébé ou quand il sera adulte fait pipi, il se fait pipi sur les chaussures. C'est une catastrophe et ça peut être une cause de stérilité. Ça s'opère, heureusement. Mais nous observons une augmentation des hypospadias et nous savons, les chercheurs ont réussi à démontrer qu'une partie de cette augmentation était en rapport avec un certain nombre de perturbateurs endocriniens. Deuxième effet visible, les cryptorchidies, c'est-à-dire les testicules chez les garçons. Alors désolé, c'est encore chez les garçons.
Chez les garçons, il arrive que normalement les testicules en fin de grossesse descendent dans les bourses et c'est là qu'elles prennent leur place pour des raisons de température. Il ne faut pas que ça reste dans le ventre, sinon ça va donner une stérilité. Eh bien, nous observons, là aussi c'est le fruit du travail des chercheurs, qu'un certain nombre d'enfants, il y a une augmentation d'ectopie testiculaire ou de cryptorchidie, c'est le terme plus exact, où les testicules restent dans le ventre, ils ne descendent pas dans les testicules, c'est un problème, il faut opérer. Chez la fille, on peut avoir des pubertés précoces. Là aussi, on se rend compte en pédiatrie qu'un certain nombre de pubertés précoces sont en rapport avec les perturbateurs endocriniens, des retards de croissance. Bref, il y a un certain nombre de choses qui nous alertent. Et alors, je ne veux pas faire peur aux parents, attention, mais il faut savoir, oui. Nous, la communauté scientifique, en lien avec les chercheurs, avec les généticiens, avec les obstétriciens, des alertes qui sont lancées sur les causes possibles de perturbateurs endocriniens. Mais attention, tout n'est pas dû aux perturbateurs endocriniens. Bien sûr. Alors, pour ne pas abuser de votre temps, et puis ensuite, on va ouvrir la voie aussi aux solutions. Je rassure tout le monde. Alors, évidemment, on n'a pas la solution magique, mais Odile Bagot a travaillé sur ça. Essayez de voir comment, dans notre quotidien, et en particulier avec nos enfants, on peut essayer de tenir à bonne distance ces perturbateurs endocriniens qui sont, comme vous le disiez, quand même assez… finalement, ils sont cachés, quoi. On ne les voit pas passer. Vous voyez, bon, ça, c'est une difficulté. Arnaud Pserdorf, vraiment une question là, très simple. Où est-ce qu'on les trouve où est-ce qu'on les trouve le plus? Où est-ce qu'on risque le plus de croiser des perturbateurs endocriniens? Et je pense bien sûr à éviter d'exposer les enfants, quoi. Alors, on entend parler, le bisphénol, il y a eu l'affaire des biberons, vous savez, les biberons, où il y avait il y a des phtalates dedans, il y a des tamoxifènes, il y a des produits qui sont utilisés par les industriels. Et entre le moment où une molécule est mise au point parce qu'elle arrive à remplacer une autre et que ça va permettre d'être moins polluant, entre guillemets, et le moment où on pourra prouver que ça n'est pas polluant, malheureusement, des années peuvent passer. Et c'est ça qui est compliqué. Un premier exemple, les voitures neuves. Une voiture neuve, ça sent bon. Et souvent, on voit des publicités de fabricants d'automobiles qui disent « Ah ben voilà, vous êtes enceinte, c'est le moment d'agrandir votre voiture, achetez une voiture neuve, puisque vous attendez un bébé, c'est peut-être le deuxième ou troisième enfant, et prenez un break, ou voilà, etc. » Et on communique là-dessus. Sauf que dans les voitures neuves, c'est un des endroits où on a le plus de concentration de perturbateurs endocriniens, des formaldéhydes, de l'endosulfan, enfin il y a plein de choses dedans, je ne vais pas rentrer dans les détails. On les sent d'ailleurs, et ça met du temps pour se volatiliser. Donc, le premier conseil que je donne, et Odile Bagot qui va venir derrière va certainement en parler, n'achetez pas une voiture neuve quand vous êtes une femme enceinte. Carrément. Okay. Ou alors vous la laissez au garage, vous l'aérez, il faut attendre 3 à 6 mois pour que tous les volatiles soient… C'est énorme. Oui, c'est quand même des données qui sont importantes. Et oui, donc il vaut mieux acheter. Moi, j'ai une de mes filles qui est enceinte, ils viennent de changer de voiture, ils ont fait une bonne démarche, ils ont acheté une belle voiture, mais d'occasion. D'accord. Okay. Ou alors on attend. Vous voyez, c'est un premier exemple. Il y a d'autres exemples. Les biberons, les matières qui sont utilisées. Ne prenez pas, ça aussi c'est un conseil, ne prenez pas du matériel transmis par la famille. Un autre exemple, le lit familial. Le lit dans lequel vous-même vous avez grandi quand vous étiez bébé et que vos propres parents ont conservé pour le jour où vous aurez vous-même un bébé. Tout le monde a fait ça. Moi le premier. Poubelle. Pourquoi ? Parce que les lits qui étaient fabriqués il y a 20 ou 30 ans, ce sont des lits sur lesquels il y avait des peintures qui étaient utilisées, dans lesquelles il y a des perturbateurs endocriniens. Et le bébé qui va dormir dedans, il va se faire les dents sur le lit, il va gratter, il va ceci, cela. Ça peut avoir un effet délétère. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Ouais, je comprends. Ça, c'est un exemple où il faut être prudent. Ou alors, il faut le poncer et le peindre avec une peinture. Mais un moment avant l'accouchement, avec des peintures bio ou végétales, il n'y a pas, qui sont classifiées sans perturbateurs. Écolabellisées. Pareil, tout ce qui va aller dans la bouche du bébé, la brosse à dents. Alors maintenant, on fait très attention. Il y a des labels, il faut regarder ce qui est marqué dessus. Le biberon qui est utilisé, la tétine qui est utilisée, le fameux bisphénol qu'on utilisait à un moment donné, qui maintenant est interdit dans la fabrication des biberons. C'est interdit, mais il y avait des perturbateurs endocriniens importants. Donc, il faut cibler, et ce qui compte, c'est attention aux produits neufs, attention à ce qui sent,
D'accord. Bon, le 9. Parfum, ouais. Attention aux peintures. Et puis, renseignez-vous. Il y a des sites qui existent et qui parlent de ça, de ce qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser pour les enfants. Très bien. On ne va pas abuser de votre temps. Vous avez des rendez-vous qui arrivent, donc il faut que vous soyez Oui. à l'heure. J'ai une dernière question. D'abord, une affirmation, mais c'est vous qui me l'avez dite. Simplement, on n'aura pas le temps de la développer, mais c'était très Oui. important. C'est que entre 0 et 4 ans et 11, 13 Oui. ans, 16 ans, on est dans des périodes dites Oui. sensibles, où il faut faire Oui. attention parce que là, on a des petits êtres qui sont des récepteurs en puissance. Voilà. Hein? Plus un organisme est en croissance rapide, plus il est sensible à l'environnement. Et juste pour rappeler aux parents, mais ils le savent à peu près, mais c'est bien de faire un petit rappel, l'enfant a 2 phases de croissance rapide. La période de 0 à 4 ans, où il grandit très vite, on le voit d'ailleurs sur les courbes de taille. Donc là, c'est des périodes où il faut être extrêmement prudent avec l'environnement, Okay. faire attention à ce qu'il dit, pas mettre des tas de choses dans la chambre de l'enfant, les Wi-Fi et tout ça. Et deuxième période de croissance rapide, c'est à l'adolescence, vers 9 ans, on va dire entre 10 et 14 ans, pour les garçons et les filles, on a une deuxième période de croissance rapide où là aussi, il faut être extrêmement vigilant. Et d'ailleurs, les enfants ne s'y trompent pas, surtout les ados, ils savent qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Souvent, ils apprennent aux adultes. Écoutez, merci beaucoup, docteur. C'était très intéressant. Merci pour cette belle introduction. Moi, vous m'avez dit, les perturbateurs endocriniens vont devenir le premier enjeu de santé publique rapidement. Ça risque d'ailleurs de se substituer à cette pandémie de Covid. Donc, c'est dire que vous prenez ça au sérieux et qu'il faut prendre ça au sérieux. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Bonne oui, consultation. Et merci à vous. on vous suit sur les réseaux sociaux. Et je rappelle votre livre, tac, votre enfant de 0 à 16 ans. Donc là, il y a une mine d'informations. Un grand merci et une très, très belle soirée. À bientôt. Merci, docteur. Merci à vous. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Hop. Et du coup, je vais faire entrer Odile Bagot tout de suite pour continuer cet échange. Hop, Odile, c'est à vous. On a 25 bonnes minutes ensemble et on va parler des solutions. Bonjour, Odile. Ah, vous êtes à l'extérieur, c'est bien. Et Vous ben, la m'entendez? technique est avec nous, c'est fantastique. Mais je vous entends très bien. Jusque-là, Absolument. j'ai C'est un petit l'impression que peu c'est pas haché. mal. Alors, pour le moment, vous êtes un peu figé. Voilà, je ne sais pas si vous avez un bon réseau, mais on va voir ça. On en Ça, a il n'est vu pas toujours d'autres. excellent. Oui. On en a vu d'autres, vous inquiétez pas. Et puis, les gens sont indulgents. C'est déjà top qu'on arrive comme ça à avoir un superbe casting. Odile Bagot, vous êtes gynécologue obstétricienne. Vous tenez le blog Mam Gynéco. Vous êtes sur les réseaux sociaux aussi très active. Auteur avec ce dernier ouvrage que j'ai montré tout à l'heure et que je remontre, Perturbateur endocrinien, la guerre est déclarée. Vous leur avez déclaré la guerre? Oui, j'ai déclaré la guerre et pas depuis hier. Ok, Odile, ce que je vous ai proposé, et comme ça donne de la visibilité aux gens qui regardent, on est quand même 90 depuis tout à l'heure et ça bouge pas, donc ça c'est super encourageant. C'est bien sûr, ils vont poser des questions, là je vais pouvoir les défiler parce que j'attendais que vous soyez à l'écran pour pouvoir le faire, enfin bref, problèmes de technique et de pouce. On va se balader dans les pièces de la maison ensemble, on va prendre quelques minutes pour chaque pièce. Et on va essayer de voir comment on peut tenir à bonne distance ces fameux perturbateurs endocriniens. Hein, ça vous va? C'est une très bonne idée. Si vous êtes d'accord, Odile, on va commencer dans la cuisine. Et puis le premier, voilà, moi la première chose à laquelle je pense, c'est qu'est-ce qu'on va manger et faire manger. Et donc là, moi j'aimerais bien qu'on puisse dire, qu'on puisse donner des tips pour éloigner ces perturbateurs. Alors, c'est vrai que la démarche, c'est de faire simple. Parce que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, moi, je suis mère de 5 enfants. Je me suis dit, si je regarde les étiquettes, je vais mettre 3 heures à faire mes courses. Donc, je me suis dit, il faut trouver quelque chose de simple. Et comment on va faire? Donc, on va effectivement faire le tour de la maison. Et la cuisine, c'est là où on mange. Alors, pour l'alimentation, évidemment, dans la mesure du possible, et c'est quand même pratiquement toujours possible, on va chercher dans l'alimentation biologique. Surtout les fruits, les légumes, tout ce qui est légumineuse, les pâtes, le riz, c'est tout à fait possible de trouver en bio. Pour la viande, de toute façon, il faut déjà être raisonnable par rapport à ça, parce que vous savez que c'est beaucoup de consommation d'eau et de céréales. La viande biologique, on peut de temps à autre, mais ça revient cher, et de toute façon, ce n'est pas écologique. On trouvera des protéines ailleurs. Pour les poissons, on en parlera tout à l'heure. Mais pour les fruits et les légumes, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, les choisir bio. Évidemment, pas de plat cuisiné, et on va les éplucher parce que les perturbateurs endocriniens sont
concentrés dans la paroi, dans la peau de l'aliment. Parfois, on peut les faire tremper dans du bicarbonate. J'ai trouvé une étude qui montrait qu'on débarrassait d'une bonne partie des perturbateurs endocriniens, les fruits et les légumes, quand on les laissait dans une jatte avec 2 cuillères à soupe de bicarbonate. Vous laissez vos Donc de légumes l'eau, là-dedans. du bicarbonate, et puis on De laisse l'eau, un du peu comme ça. bicarbonate, vous laissez pendant 10 Ok, minutes, un quart d'heure. Si c'est des d'accord. fruits, vous les rincez après, parce que c'est un peu salé sinon. Mais ça, nous, on le fait systématiquement, même avec des fruits et légumes locaux, parce que ça aussi, c'est une autre démarche qu'on peut avoir, qui sont dits raisonnés, mais pas bio-bio. Dans la mesure du possible, on met toujours à tremper. Quand vous allez les faire cuire, pensez à la cuisson vapeur, parce que là aussi, les perturbateurs endocriniens vont tomber dans l'eau qu'il va y avoir en bas. Donc ça, ce sont, je D'accord. dirais, des conseils simples au point de vue alimentation. Ensuite, il ne faut pas oublier que ces aliments, ils sont dans des contenants. Et on ne pense pas toujours aux contenants. Mm. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle la transmutation. C'est-à-dire qu'entre le contenant et l'aliment, surtout s'il est gras ou s'il est chaud, il va y avoir un passage des substances chimiques du contenant, donc votre vaisselle, mais surtout les sachets, les emballages plastiques. Et ça va aller dans l'aliment. Et là, on a une vraie révolution à faire dans sa cuisine. Ah ouais, je comprends. Et dites-moi, l'eau, on fait quoi avec l'eau? Parce que ça, c'est souvent un sujet. Les gens qui ont envie de faire gaffe à leur production de plastique, de déchets, etc. De plus en plus, on voit l'eau du robinet comme l'eau la plus durable. Et d'ailleurs, à juste titre, parce que pour avoir bossé sur le sujet il n'y a pas longtemps, elle est quand même plutôt qualitative en France et il y a beaucoup de transparence. Mais on a peur aussi d'y croiser des perturbateurs endocriniens. Alors, c'est vrai que vous pouvez les regarder sur le site chez nous, c'est le SDEA, donc du syndicat des eaux, la qualité de votre eau. Ça, normalement, avec votre facture d'eau, vous avez Ouais. déjà un relevé par rapport à ça. C'est vrai que l'eau en bouteille, c'est une pollution plastique très importante et c'est pas. Alors, c'est bien de recycler ce plastique, mais ça nous donne surtout bonne conscience parce que la grande majorité des plastiques, ils vont se retrouver dans la nature, qu'on le veuille ou non. On n'a plus de bisphénol dans les bouteilles de plastique. En revanche, on a ce qu'on appelle les PET ou de l'antimoine qui va passer dans l'eau aussi, surtout si c'est de l'eau qui a été stockée longtemps. Alors, il y a la question des filtres, la fameuse cafetière Carafe Brita ou les filtres à osmose inverse. J'ai recherché un petit peu dans la littérature. Il y a de la controverse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins une partie des perturbateurs endocriniens qui restent dans le charbon, dans le filtre de la Carafe Brita et dans les osmoseurs inverses. Vous avez aussi une bonne éviction des perturbateurs endocriniens. Donc, c'est vrai, privilégier pour des raisons écologiques aussi l'eau du robinet. Oui, je crois qu'il y a une évolution effectivement de tout ce qui va être filtre. Il y a des systèmes aussi d'UVA qui ont le même rôle que la lumière du soleil et ça commence à bouger sur, on va dire, améliorer les conditions d'amélioration de l'eau du robinet et c'est plutôt une bonne chose. Quand on avait parlé, j'avais aussi noté attention aux poils anti-adhésives. C'est pratique, mais c'est pas top. C'est le même, tous les, donc que ce soit les contenants ou les ustensiles qui vont être en contact avec les aliments. Donc déjà, pour les contenants, c'est facile. Vous jetez tout ce qui ressemble à du plastique. On ne donnera pas le nom de la marque qu'avaient déjà nos mères et nos grands-mères qui commencent par un T et un U. Et vous remplacez ça par des bocaux en verre. C'est pas du tout compliqué. Et il y en a, vous en trouvez aussi dans une enseigne que nous ne citerons pas en 4 lettres. Et ils sont pas chers. Vous remplacez tous vos ex-tupperwares par ça. Pour ce qui est de la cuisine, alors vous avez tous ces instruments noirs qui sont très bien parce que ça ne raye pas les poils. Et puis le revêtement que vous avez dans le poêle qui est noir, ce sont des perfluorés. Tout ce qui empêche, qui est anti-adhésif, c'est du perfluoré. Et ces perfluorés, comme leur nom l'indique, ils vont libérer des ions fluor. Et l'ion fluor, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à l'ion d'iode. Et ces ions fluor, comme l'expliquait Arnaud tout à l'heure, ils vont prendre la place de l'iode dans l'organisme au niveau de la thyroïde, qui est indispensable au développement du cerveau des enfants. Et par ce biais-là, on a un risque, et on l'a observé au point de vue épidémiologique, sur le développement cérébral des enfants. Alors, par quoi remplacer les petites cuillères, alors les cuillères en bois? Ça, c'est pas un problème, vous pouvez… Et tout ce qui est… Alors souvent, on nous oppose « Ah oui, mais c'est un nez de microbes ». On s'en fiche des microbes, ils ne sont pas bien méchants avec nous. Les perturbateurs endocriniens sont bien plus dangereux. Le problème de la poêle. Est-ce que vous avez déjà essayé de faire un œuf au plat dans une poêle en inox? Alors, oui. Oui. Et alors, comment vous j'y arrive, en fait, figurez-vous. Moi, pas, je suis pas bonne. Moi, j'arrive.
C'est pas facile, c'est vrai. Oui, Surtout que je cuisine avec très peu de matière grasse pour tout vous dire, voire pas du tout. Mais en fait, il y a une petite technique et on arrive, voilà. Ah, alors, Bon, vous me donnerez le truc. Alors, moi, j'ai essayé, je mais vous je suis inviterai à la maison. vraiment pas. Voilà, je ne suis pas un as de la cuisine. Donc, les poêles en fonte, ah, c'est sûrement très bien, mais il faut les culotter et tout, puis il faut être costaud parce que c'est vachement Mhm. lourd. Les poêles en inox, on peut le faire pour certaines choses. Alors, il y a maintenant des poêles dites anti-adhésives qui ont un certain nombre de labels, disons, qui sont moins Ok. mauvaises qu'une poêle anti-adhésive que vous achèterez à 3 balles, mais elles sont chères quand même. Ok, ouais, c'est ça. Il faut Bon, on aussi que les retient quand femmes puissent même se que faciliter la vie. Hein. Oui. on retient que bicarbonate de soude et eau, ça pourrait être une solution pour les fruits et légumes, que si on peut aller plutôt vers de la Oui. bio, c'est quand même le top. Il y a des questions de prix, mais généralement, quand on arrive à gratter un peu sur la viande et qu'on revoit un peu le régime alimentaire en le végétalisant, on arrive à s'y Oui, retrouver et en gaspillant moins. Ça fait 100 000 fois que je le absolument. répète. Qu'est-ce qu'on retient d'autre? C'est que, oui, bah, bien sûr, la peau hein, des fruits et légumes, où là, ça peut être des réceptacles de ces Voilà. perturbateurs. Donc, tout ça pour les enfants, à partir de la diversification, ça marche. Une petite question d'une personne là, je n'ai pas retenu votre prénom, j'en suis navré, mais que j'ai vu passer. Est-ce que on peut donner de l'eau du robinet à un bébé hein? Vous êtes gynécologue, obstétricienne, vous travaillez sur ces sujets. Est-ce que Mhm. pour vous, quel est votre avis? Parce que ça se Oui. discute hein, quand même. Alors, ça se discute. Alors, c'est beaucoup une question de pédiatre. Le problème de l'eau chez le petit, c'est elle est plus ou moins chargée en minéraux. C'est pour ça que je sais que pour les bébés, en fait, on propose une eau peu chargée en minéraux. Donc, vous savez que vous avez Ouais. Volvic, Evian, etc. C'est ce qui est Ok, proposé par les pédiatres pour des questions de filtration rénale. C'est pas pour des d'accord. questions en fait de perturbateurs endocriniens. Ok, donc c'est quand même mieux de démarrer comme ça. Alors, si vous êtes d'accord, eh ben, je propose, Odile, qu'on aille tous ensemble. Donc, on va être 90 dans votre salle de bain. Et enfin, la vôtre, elle doit être La plutôt bien, vôtre. mais peut-être la nôtre, ou voilà, c'est de certains Oui. qui nous regardent ou qui nous écoutent. Euh, à quoi on fait attention dans la salle de bain? C'est quoi le sujet? Alors, la salle de bain, c'est la question des cosmétiques. Et les cosmétiques, pour essayer de savoir lesquels on peut utiliser ou pas utiliser. Et c'est certainement le plus important pour les femmes enceintes. C'est vraiment elles qui doivent entendre ça. Donc, D'accord. tout ce qui va être volatile, tout ce que vous pouvez inhaler, les parfums, dans les parfums, il y a des phtalates, les lacs, le vernis à ongles qui va envoyer des émanations dans l'air, ça, de toute façon, vous allez le prendre entièrement dans l'organisme. Donc, ça, c'est le genre de produits à éviter. Ce que j'ai fait aujourd'hui, alors je me suis rendu compte, le rouge à lèvres, bon, moi, ça fait longtemps que je ne suis plus enceinte, vous allez en manger des tonnes pendant votre vie, donc vous évitez au moins pendant la grossesse le rouge à lèvres. Et ensuite, vous avez tous les produits dont vous allez enduire la peau sur une grande surface, parce qu'il y a un passage transcutané des produits, donc en particulier les conservateurs qu'il y a dans les produits cosmétiques. Alors, Ok. comment faire son choix dans les cosmétiques? Il y a les cosmétiques et puis il y a les produits d'hygiène. Hein, le gel douche, certains savons, tout ce qui peut être dentifrice aussi. Alors, je me suis dit, comment on va s'y retrouver? Alors là aussi, il y a de la cosmétique biologique. Vous pouvez chercher de la cosméto bio, mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui aiment bien leur marque, ceci et cela. Ensuite, on peut faire des compromis. On sait ce qu'on fait par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on va regarder sur les étiquettes? Ce que C'est je ça. propose de regarder, on va regarder, là, c'est la seule fois où je propose de regarder un peu les étiquettes. Triclosan, il y en a dans beaucoup de produits d'hygiène, les dentifrices, etc. Vous enlevez. Ok. Tout ce qui est parabènes, vous enlevez. Et ça, ce sont vraiment les choses les plus importantes. Parabènes, triclosan, si vous voyez ça sur une étiquette, vous évitez. C'est Ok. déjà une première chose. Et puis dans Juste, votre pardon, salle je de vous coupe, bain, oui, Odile, il y a je vous une en prie, remarque oui, intéressante là. Est-ce que oui. Yuka est un bon ami pour ça, l'application Oui, Yuka? oui. Ok. Yuka est un bon ami. Il est, je dirais, il est généraliste. Il vous parlera aussi des calories, il vous parlera aussi de la qualité Ouais, nutritionnelle. ouais. Et il donne effectivement pour les cosmétiques, il est très bien. Et il y a aussi des Ok. sites qui sont spécifiques cosmétiques. Mais il faut se méfier parce que derrière, il y a une boîte de cosmétiques. Ouais, c'est ça, quoi. C'est Voilà. toujours Donc, pareil. mais Yuka, ce n'est pas le cas. Yuka est plus indépendant. Ok, ok, très clair. Donc, Mm. on regarde les étiquettes, on peut scanner sur Yuka. Comme d'habitude, au plus c'est Oui. naturel, au mieux c'est en définitive, en fait. C'est ça, non? Et, Au moins la et liste puis, est on n'a longue, au pas mieux c'est. Et puis, on n'a pas besoin de grand-chose, à vrai dire. Je crois Ouais, qu'on peut ouais. Non, aussi mais ça, c'est. limiter les produits cosmétiques parce que tout ça, ça va quand même repartir dans la nappe phréatique, ça va participer à la pollution générale. Hein. On On a est bien aussi un rôle d'accord. collectif par rapport à ça. Moi, je sais que quand je faisais le ménage, quand j'ai eu mon premier garçon, donc mon deuxième enfant,
je me suis beaucoup questionné avec mon épouse sur les produits ménagers qu'on utilisait. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir un éclairage là-dessus parce que quand on s'amuse à regarder les étiquettes des produits ménagers, on a envie de tout mettre clairement à la poubelle. Et en même Ouais. temps, on aime bien que ça sente bon, que ça soit propre ou qu'on a l'impression que ça soit propre. Enfin, on ne sait plus très bien. Il y a beaucoup de marketing autour de tout ça aussi. Alors, les produits ménagers, je trouve à la limite que c'est un peu plus simple. Alors, vous avez tout ce qui concerne les alkylphénols. Donc là, vous pouvez regarder sur les étiquettes, ça vous enlevez. Mais vous avez quand même une grande proposition alternative en produits ménagers maintenant. Vous avez vraiment des gammes bio qui ne coûtent pas une C'est fortune. vrai. Et puis, vous Mm. avez le bicarbonate, le vinaigre blanc, la terre de saumière, Ouais, le do it le yourself, citron. quoi. On fait Ouais, nous-mêmes. ouais. Voilà, mais même le vinaigre blanc, vous ne le faites pas vous-même, hein. Oui, oui, Pour oui, non, mais nettoyer vos enfin, je veux dire, on fait toilettes, un peu d'eau, machin, et puis hop, c'est parti, quoi. Ouais, exactement. ok. Pour vos Mm, mm. toilettes, du vinaigre blanc chaud avec du bicarbonate, vous mettez ça sur votre cuvette des toilettes, elle est parfaite. Et si vous aimez que ça sente bon, il n'est pas interdit de mettre quelques gouttes d'huile essentielle dans vos produits. Ça sentira bon aussi. Avec modération, paraît-il, les huiles essentielles. Oui, C'est vrai, alors hein, il faut y parce aller qu'il y tout a des doucement, parce huiles, que c'est très tout à actif, fait. hein, quand même. Mm, mm. Et puis, il y a des huiles essentielles qui sont des perturbateurs endocriniens parce qu'elles ont une activité de type œstrogénique, contre-indiquée pendant la grossesse, c'est pas pour rien, hein, Bon, on les parle huiles de essentielles perturbateurs certaines. endocriniens dans une dizaine de minutes, 7-8. Je vais recevoir Alison qui a créé ce biberon. Là, c'est une marque, ça s'appelle Elé. Et apparemment, ça va dans le bon sens. Je vous en dis pas plus. Ça, c'était le petit teasing pour dans quelques minutes parce que je voudrais qu'on continue à se balader dans votre maison. Mhm. Odile Bagot, qui fête la guerre quand même aux perturbateurs endocriniens. Je remontre votre livre pour ceux qui sont arrivés entre-temps. Hein, voilà. C'est chez Mango. On peut aller dans la chambre de bébé, voir un peu ce qui se passe, parce que là, il va y Oui, passer du temps quand même, hein, dès qu'on va arrêter le absolument. cododo, si on le fait. Oui. Alors, la chambre de bébé, c'est vraiment essentiel. Et je rappellerai effectivement un peu ce que disait Arnaud tout à l'heure. Vous n'allez pas installer la chambre de bébé avec des meubles neufs, des beaux rideaux, un beau tapis 15 jours avant l'accouchement. Si vous devez Ouais, ouais. refaire la pièce, vous la ferez déjà plutôt avec des tissus qui sont Ecotex, hein, ça se trouve de plus en Ouais, plus. au Vous, Ecotex, ouais, ouais, le label. voilà, vous prenez du bois brut, hein, vous nettoierez ou vous faites les peintures avec de la peinture bio et surtout, vous allez aérer cette pièce. Ça, c'est extrêmement important. L'aération plusieurs mois avant la naissance du bébé. Il y a la question de la literie et du matelas. Alors, les matelas, j'en ai cherché un récemment et alors je voyais un matelas formidable, utilisé dans les hôtels, inifugé, ne prendra pas feu. Ah, ça, c'est fantastique, hein, comme perturbateur Ah ouais, 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 endocrinien, ouais, c'est des ouais, ouais, ouais. retardateurs de Mm. flammes brûlées. Vous mettez ça à votre bébé, il va sniffer un perturbateur endocrinien toute la nuit. Il est vraiment en contact avec ce matelas. Donc, c'est vraiment une pièce à haut risque. Évidemment, il faut pouvoir laver n'importe quel habit du bébé avant de le mettre, parce que là aussi, les habits, quand ils sont neufs, ils sont imprégnés. Il y a la question des jouets. Compliqué. J'ai essayé de faire le tour pour mes petites filles des jouets labellisés. Alors, heureusement qu'on a des sites comme WECF ou Project Knitsting qui peuvent, vous trouverez dans le livre là, qui Mm, peuvent mm. vous aider pour choisir des jouets, mais c'est pas simple non plus. Tout ce qui est le plastique, on essaye d'éviter. Mais c'est vrai que le bois, souvent, il y a des vernis dessus et de la couleur. C'est pas simple non plus. Et il n'y a Mm. pas une gamme énorme de jouets bio. Parce que le bébé, lui, il va être au ras de terre et il va mettre tout dans la bouche. Le problème du rat de terre, quand même, d'être vraiment tout le temps au sol, c'est qu'on a cette pollution liée aux polluants organiques permanents qu'on a dans l'air, qu'on a dans l'eau, qu'on a partout et qui se déposent dans les poussières. Et les bébés sont spécialement exposés et là, on ne peut pas faire grand-chose parce Mm, qu'on va le mm. retrouver partout. Donc, on ne va pas empêcher un bébé de crapahuter à quatre pattes, mais il faut savoir qu'il faut vraiment que ce soit aspiré régulièrement et aéré. Oui, ce qu'on comprend dans ce que vous dites, et finalement ça rejoint ce que disait tout à l'heure Arnaud Pserdorf, c'est que finalement c'est un écosystème qu'il faut créer dans sa vie quotidienne, quoi. C'est-à-dire d'avoir une vision globale en définitive et d'essayer après d'avoir des bonnes pratiques additionnelles. Vous parlez de l'aération. C'est vrai que on le répète à l'envi et je pense à l'Agence de la transition écologique qui le rappelle souvent. Il faut aérer de mémoire 3 fois par jour, 10 minutes ou 2 fois Mhm. 15 minutes, je ne sais plus, son logement parce que parfois c'est plus pollué dedans que dehors. Oui, très souvent, effectivement. Effectivement. Mais ça, ce sont vraiment des habitudes à prendre. En fait, c'est vraiment, comme vous dites, un mode de vie à mettre en place. Mm, Toujours mm, mm. réfléchir dans ce que je vais manger, dans ce que je vais toucher, ce dont je vais m'enduire, ce que je vais prendre comme contenant, etc. Euh, Qu'est-ce qui peut apporter des perturbateurs endocriniens et comment faire autrement? Et on peut faire autrement
simplement avec son bon sens, en ayant bien réfléchi et sans forcément dépenser plus d'argent, hein. C'est beaucoup moins cher d'acheter un kilo de pommes de terre bio que d'acheter un gratin dauphinois tout fait, hein. C'est pas compliqué. Tiens, d'ailleurs, j'ai Corinne là, qui cite Agir pour bébé.fr, un site tout Oui. public. C'est l'ADEME, je crois, qui a mis ça en place. Mhm. Il me semble, hein. C'est vrai que c'est assez intéressant. On se balade aussi dans les pièces. C'est pas que sur les perturbateurs endocriniens, mais ce que vous dites, ça rejoint toutes les solutions de la transition écologique, en fait, en vérité. Moi, j'ai l'impression que là, on est en plein. Il y a une porosité totale. On peut aller dans la voiture encore un petit peu parce que on va pas faire semblant. La Oui, voiture, on l'utilise encore. D'abord, enfin, moi, c'est facile. Par exemple, je suis à Paris, donc je suis à vélo tout le temps parce que tout est à quelques kilomètres. Mais quand je suis plutôt à la campagne, parce que je viens de la campagne au départ, et ben, il n'y a pas de vélo parce que tout est trop loin. Donc, on prend la voiture comme des millions de Français. Et dans ces voitures, vous nous dites attention, hein. et c'est vraiment, vraiment un concentré de perturbateurs endocriniens. D'abord, vous les sentez hein, quand vous achetez une voiture neuve, hein, ça, c'est clair. Je veux dire, Ouais. tous les plastiques, les textiles, ils sont toujours traités pour que ça ne prenne pas feu. Quand on parle aussi des produits qui ne prennent pas feu, on n'y pense pas toujours, mais son ordinateur, son téléphone, là aussi, hein, il y a des retardateurs de flamme hein, pour que ça ne s'enflamme pas. Quand on les laisse Hum, hum, chauffer, hum. que les bébés sont pas loin, parce qu'on a beaucoup d'appareils de ce type-là, on a aussi une émanation hein, de perturbateurs endocriniens. Donc il faut toujours réfléchir à ça. Mais la voiture, éviter la voiture neuve, ça c'est une évidence. Hein. Et je crois que la fille d'Arnaud, si elle a pris une voiture d'occasion, elle a dû lire mon livre avant, j'en suis sûre. Donc la voiture d'occasion, c'est effectivement une possibilité. Mais la voiture neuve, même en l'aérant, ça, honnêtement, pendant un an, vous sentez que vous avez une voiture neuve. Hein. Et puis, si elle est dehors, vous n'allez pas laisser les fenêtres ouvertes. C'est ça. Alors, avant de vous poser une dernière question un peu stratégique, je refais un petit tour de la bibliographie parce qu'on me demande là dans les commentaires un peu, mais où est-ce qu'on trouve toutes ces infos, etc. Donc, au début de cet échange, il y avait le docteur Arnaud Pserdorf. D'abord, merci parce que c'est vous qui nous avez mis en relation avec lui, Odile, et c'était très complémentaire de votre propos. Donc voilà son ouvrage, Votre enfant de 0 à 16 ans. C'est publié chez Hatier. OK, tac. Ensuite, vous avez l'ouvrage d'Odile Bagot avec la préface d'Isabelle Autissier, s'il vous plaît. Un petit avant-propos du professeur Charles Sultan, rien que ça. Chez Mango, perturbateur endocrinien, la guerre est déclarée. Et puis, pour terminer, un petit mot sur ce qui justifie finalement ces échanges. Eh bien, c'est notre modeste livre publié il y a quelques mois avec Mathilde Gola, Un bébé pour tout changer, où on retrouve aussi les tips dont vous parliez là, mais c'est une approche un petit peu différente. C'est l'écologie au sens large et cette idée qu'on peut faire sa transition écologique en même temps que la transition à la parentalité, si ce n'est pas le défi de trop. Voilà. Et puis, dans quelques instants, la fondatrice de ce biberon, je vous l'ai dit. Alors, docteur, euh, on a bien compris individuellement qu'il y avait plein de possibilités. Vous en parlez dans votre livre et ceux qui ont envie de découvrir, ils liront votre livre. Mais à l'échelle plus collective, c'est très bien, on peut faire les colibris et on va le faire pour se protéger et pour faire avancer cette histoire. Mais à l'échelle collective, qu'est-ce qu'on peut imaginer c'est quoi l'horizon pour essayer de changer ce monde de perturbateurs? Alors, à l'échelle collective, on a quand même une arme redoutable qui s'appelle une carte d'électeur. Hein. Il faut savoir que la plupart de la réglementation qu'on a en France est issue, ou est la conséquence, et c'est la réglementation européenne. Et on a beau dire que l'Europe, ça ne va pas assez vite, on l'a vu pour le glyphosate, etc. Mais sans Europe, c'est carrément 3 pas en arrière. Donc, il y a 3 pas en avant, 2 en arrière, mais ça avance quand même petit à petit. Et je me suis quand même amusée à aller regarder toutes les réglementations qui sont sorties, les petits progrès qu'on a faits. L'interdiction du bisphénol, ça a commencé en France. Hein. Donc ça, c'est quand même, et il faut rendre hommage à André Cicolella, hein, parce que c'est vraiment lui qui est à l'origine de ça. Et ça fait pas mal de temps qu'on n'a donc plus de bisphénol A, et puis ça s'est étendu à l'Europe. Ça, c'est dans l'autre sens. Mais on a quand même déjà cette démarche, je dirais, écologique à faire en tant que citoyen. On voit quand même de plus en plus d'établissements collectifs, même des hôpitaux, des maternités, qui vont chercher une labellisation sans perturbateurs endocriniens. Il y a des chartes hôpital sans perturbateurs endocriniens. Et de plus en plus, vous savez qu'il y a par exemple une concurrence entre les cliniques et les hôpitaux, et bien ça va être un plus. Et si le patient est choisi d'aller dans un établissement qui fait cette démarche, c'est bien aussi. Dans les cantines scolaires,
le bio commence à faire son apparition, c'est aussi un plus. Et si nous-mêmes, nous sommes de plus en plus demandeurs de produits qui soient sains, sans perturbateurs et Hmm. bio, eh ben, l'industrie va suivre. L'industrie, qu'est-ce qu'elle veut? C'est vendre. Donc, s'il y a de la demande, ils vendront et ils iront dans ce sens-là. On a eu une évolution de l'agriculture biologique, hein. Nous, ça fait plus de 30 ans, 35 ans, avec un mari homéopathe, il nous a mis au bio déjà dans les années 80. On ne connaissait même pas le terme perturbateur endocrinien. Mais je vois l'évolution entre les années 80 et aujourd'hui, mais c'est énorme, hein. Avant, il n'y Ouais, avait ouais. jamais un produit, il y avait des petites boutiques bio et c'est tout. Donc, et ça, c'est parce qu'il y a une demande du public. Donc, vraiment, il faut agir dans ce sens-là. Vous pensez vraiment, tout ça c'est encourageant, mais et sans vouloir faire le pessimiste, mais Mm. tout à l'heure Arnaud Pserdorf parlait des lobbies, ils sont énormes. On sait que les enjeux financiers sont colossaux et que ces perturbateurs, bah, ils sont finalement dans des solutions industrielles bien pratiques pour nourrir un marché. Est-ce que avec votre regard, quand vous regardez un peu dans le rétroviseur et puis que vous sentez un peu le pouls des gens que vous rencontrez, quand vous faites des dédicaces, quand vous êtes dans votre pratique de docteur, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que vraiment, on peut le changer, ce monde, que ça peut vraiment bouger? Ou alors on se tient chaud et on est quelques-uns là à résister tant qu'on peut, mais bon. Je crois qu'il y a quand même une évolution, en particulier chez les jeunes, hein. Donc moi j'ai 5 filles, mais c'est vrai que c'est un milieu particulier. Elles ont toutes une démarche zéro déchet, une démarche Ah oui? bio, leurs copains aussi. Alors c'est sûr que bon, c'est peut-être d'une famille où on était un peu attentif à ça, mais j'ai quand même l'impression dans la population jeune, il y a plus de questions par rapport à ça. Les femmes enceintes, parce qu'elles savent que c'est une période particulière, c'est une bonne période en fait, du point de vue pédagogique, pour leur enseigner ce genre de comportement. Donc, cette évolution, je la sens. Je pense que c'est vraiment un mouvement qui est en marche, qui ne va pas s'arrêter, mais qui est quand même assez lent. Ce qui est plus inquiétant, et ça je l'ai vu quand j'ai étudié, par exemple, les suites de l'interdiction du bisphénol, ce qui se passe pour le glyphosate, c'est que déjà, pour qu'on puisse démontrer, et Arnaud l'a dit un petit peu, la dangerosité d'un produit, comme ce sont des effets qui sont souvent différés, il faut plusieurs années et jusqu'à ce qu'une autorité, que ce soit l'Europe ou la France, reconnaisse que le produit est dangereux, on a déjà bien imbibé une partie de la population avec le produit. Et je me suis rendu compte que le produit va être interdit, malheureusement, quand l'industrie aura trouvé un produit de remplacement, pour lequel il faudra de nouveau de nombreuses années. Parce que maintenant, on n'a plus de bisphénol A, mais on a du bisphénol F et S qui apparaît. On a interdit récemment un traitement contre un certain nombre de champignons pour le blé. Il y avait des demandes de l'industrie de ne pas interdire avant telle date. Eh bien, la date correspond à un produit de remplacement. Donc là, il faut savoir que c'est une course de ce côté-là. Et que les industriels ne sont pas idiots. Dès qu'ils savent qu'un produit est sur la sellette, ils mettent le paquet pour essayer d'en trouver un autre parce qu'ils savent qu'on mettra un temps fou à prouver qu'il est aussi dangereux que le précédent. Et ça, c'est le petit bémol, si je vais être honnête avec vous quand même. Merci beaucoup, Odile Bagot. C'était Avec plaisir. fort intéressant. Alors, je rappelle le livre parce qu'on me le demande. Mais oui, mais moi, en même temps, il faut arriver à l'heure, hein, les amis. Moi, qu'est-ce que. Pas possible, ça. Si je peux vous dire Donc, oui, si je oui, peux juste me permettre une toute petite Mais chose, bien parce sûr. que moi j'aime les choses simples. Et du coup, j'ai revu mon bouquin. Et ce qui va être simple pour tout le monde, c'est qu'à la fin, je vous ai fait un tableau, plusieurs tableaux, où non seulement ça vous dit dans tous les produits, l'alimentation, l'habitation, où est-ce qu'on va trouver des perturbateurs endocriniens, lesquels, qu'est-ce que ça peut donner comme pathologie et qu'est-ce qu'on a comme solution alternative. Et là, à la limite, c'est pas bon pour la vente du livre, vous photocopiez ça, vous avez un résumé du livre, et au moins vous savez où vous allez, parce que même moi, parfois, je me dis, bon, les troubles du cerveau, c'est quel perturbateur, et c'est dans quel aliment, ou c'est dans quel objet. Et là, je pense que vous trouverez nulle part ailleurs quelque chose d'aussi synthétique, mais ça correspond à mon esprit d'Alsacienne. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Donc, on vous embrasse. Vous êtes en Alsace, là? Mais moi, regardez comme c'est beau derrière chez moi, je suis en Mais oui, Alsace et dans puis la je vois que le Provence, soleil bien brille. sûr. Ah non, attendez, c'est un lampadaire. Non, je dis une bêtise. Non. Non, c'est malheureusement pas le soleil, oui, on peut rêver. Demain, Ah, le ça va, soleil. on peut vous chambrer. On vous aime beaucoup, vous le savez. Ouais, Merci beaucoup, merci. Odile Mais Bagot. C'était merci à vous, j'étais très, très très heureuse. intéressant. Et bien sûr, cette vidéo, après, elle est en replay, elle circule. Et puis, les gens vont Super. découvrir et redécouvrir. Je remontre votre ouvrage. Tac! Perturbateur Ouais. endocrinien, la guerre est déclarée. C'est chez Mango. Merci beaucoup, Odile Bagot, et Merci à à vous et bientôt. merci à tout le monde. Passez une À bientôt, au très, revoir. très bonne soirée. Un grand Très bien. merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Je vous laisse partir. J'ai même plus. Ah si, j'ai le bouton. Voilà. Je vous Vous embrasse avez et le je vous bouton. dis à très bientôt.
Alors, pendant ce temps, sachez que j'essaye de… ah oui, voilà, docteur Arnaud Pserdorf. Oui, vous vouliez savoir, le premier ouvrage, c'est celui-là. Tac, voilà. Alors, depuis tout à l'heure, on se bat pour que Alison puisse nous rejoindre parce que elle est là, cette maman inspirante, fondatrice de cette marque Elé, et ça bug en fait. Je ne peux pas vous faire venir, Alison, je vous vois, mais je ne peux pas vous inviter parce qu'il n'y a pas la petite caméra à côté. Est-ce que c'est une page professionnelle? Enfin, il y a un truc qui fait que Facebook veut pas. Facebook nous fait des petites galères. C'est pas grave. Je vais quand même dire un mot. Alors moi, je ne fais pas de promo, hein, j'interviewe les gens. Mais en fait, je voulais d'abord, vous remercier parce qu'elle est quand même sponsor de cet événement. Et ça fait quoi d'être sponsor? Ça fait qu'on peut le proposer gratuitement en invitant des experts de ce niveau-là. J'en profite pour remercier Ambre. Merci Ambre, parce que sans toi, tout ça ne serait évidemment pas possible. Ambre est attachée de production et on travaille ensemble. Oui, ce sera une prochaine fois. Donc, c'est Biberon et lait. Allez juste voir, faites-vous votre avis. Voilà. Moi, je vous dis juste, je vais les tester pour ma troisième petite chérie qui arrive dans quelques semaines. Je serai un heureux papa et donc voilà, on va voir. Ça va venir en complément de l'allaitement. Et puis, allez voir, c'est elhee.com que je remercie vivement parce que, encore une fois, ça a permis la gratuité et ça, c'est quand même important. Un grand merci. Des livres, donc je vous les ai montrés. Et puis, ça, c'est le nôtre, un bébé pour tout changer. Il y en a d'autres qui vont sortir bientôt. Je vous remercie mille fois. Merci aussi à vous, Alain. Je remercierai les invités. Et moi, je vous remercie. Passez toutes et tous une bonne soirée. On remet ça dans quelques semaines. Prenez soin de vous. J'ai l'impression que l'été va être un petit peu plus sympa que l'hiver. Donc, profitons-en. Et on prévoit de beaux sujets dans les semaines à venir. À bientôt. Bonne soirée. Bye bye.